Bienvenue dans l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour tout le monde. Hello. Coucou, je suis contente d'être retrouvée. Salut les copains. Tu sais pourquoi elle dit ça? Parce que t'as amené des petites chocolats. Non, parce que j'étais pas là la dernière fois déjà et j'adore sa rubrique. Voilà. Merci. Alors vous me laisserez finir ma chocolatine s'il vous plaît. Non, comment que ça va bien? Eh bien ça va, je suis toujours contente de vous retrouver. Bah nous aussi. Et du coup, je vais commencer par l'interro surprise. C'est là où je vais manger ma chocolatine. Je vais partir, je pars. De quoi on a parlé la semaine dernière les copains? De coaching. Eh oui, on a parlé de mon métier. Alors comme je suis mignonne, je vais pas vous torturer, je vais vous laisser manger vos chocolatines et vos pains au raisin, n'est-ce pas Jerry? Il est content. Et puis je vais faire un petit récap très rapide parce que rappelez-vous, les auditeurs, tous mes passages sont disponibles en format podcast sur ma chaîne YouTube. Jenny Lakina Coaching, J-E-2-N-Y-L-A-K-I-N-A. Donc le récap, c'est rapide. On a fait un bref historique, on a parlé de Socrate, la genèse du coaching. Ensuite, on a parlé de comment le coaching est arrivé dans nos sociétés modernes avec l'image du coach sportif et du mentor dans les entreprises. Je vous ai expliqué que c'est pas du tout ce que je faisais, mais c'est ce que les gens avaient en tête quand on parlait de coaching. Et puis ensuite, je vous ai expliqué pour moi en quoi consistait un coaching, c'est-à-dire un espace de transformation qui donnait l'élan nécessaire aux clients pour aller d'un point A à un point B. Et je vous avais expliqué que, en ce qui me concerne, ça commence par une phase de questionnement pour vous amener à l'introspection et ensuite de mise en action avec un exercice de développement personnel comme l'exercice des petits pas que je vous ai proposé le mois dernier. Ça, je m'en rappelais. Et du coup, aujourd'hui, pour commencer, comme je suis coach en développement personnel, je me suis dit qu'il fallait commencer par définir ce qu'était le développement personnel. Alors, comme à chaque fois, je vais cesser de vous marteler ça, restez maître de vos pensées, gardez le pouvoir et si ce que je vous dis ne vous parle pas, le prenez pas, c'est OK. Oui, parce que quand on dit développement personnel, ce mot, je trouve qu'il est hyper employé en ce moment de partout. Alors peut-être justement, tu vas nous aiguiller un petit peu plus. Je vais vous donner ma vision voilà. en tout cas de ce que c'est. Ta propre vision. Exactement, je vais le répéter, le marceler. Alors pour moi, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques qui ont pour objectif la connaissance de soi, la valorisation des talents, des potentiels, l'amélioration de sa qualité de vie. Et pourquoi pas la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Je ne sais pas si ça vous parle, l'idée d'être aligné, d'être bien dans ses baskets, d'être en cohérence avec soi-même, etc. Ah, oui. On parle souvent d'alignement, etc. Pour moi, c'est ça. Et donc, le but du développement personnel, au-delà de savoir ce que c'est d'une manière un petit peu pompeuse, le but, c'est d'apprendre à se connaître, à reconnaître ses émotions, les messages de son corps, à développer de la tolérance, de la bienveillance et de l'amour envers soi-même, parce que ça, c'est loin d'être inné pour nous, et se libérer des choses qui nous pèsent, de se défaire des schémas répétitifs, etc., ce genre de choses. Voilà ce que c'est le développement personnel pour moi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, le développement personnel, ça concerne tout le monde, vous l'avez compris. Il n'y a pas besoin de marcher pieds nus dans l'herbe, de faire des câlins à des arbres, d'être dans la spiritualité. Le mythe s'effondre. Non, mais c'est pour ça. Vous pouvez être totalement cartésien, ne pas être en quête de recherche de soi ou de quoi que ce soit, et d'être à un moment donné confronté à une gestion du stress. D'être à un moment donné confronté à relever un challenge dans votre entreprise, avoir envie de gérer mieux certaines situations, avoir envie d'avoir de meilleures relations avec votre entourage, écouter vos émotions, mieux les gérer, etc. Donc vous l'avez compris, le développement personnel, en fait, ça concerne tout le monde. Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent parfois dans un état de détresse émotionnelle catastrophique. Et ces personnes, elles peuvent être vulnérables. Donc malheureusement, il y a des dérives. Aujourd'hui, c'est pas un métier qui est réglementé par l'État, donc n'importe qui peut le faire. Exactement, n'importe qui peut avoir lu un bouquin, avoir vu la lumière et se dire coach en développement personnel, monter sa boîte, etc. Donc il y a des dérives. Faites attention, choisissez bien la personne qui va vous accompagner. Du coup, j'ai une petite question. Faut faire quoi alors quand on est trop stressé? Comment aller mieux en fait? Alors, déjà, il faut choisir la bonne personne pour t'accompagner. Ça, c'est une certitude. Et pour ça, pour moi, il faut à tout prix fixer un cadre avec des règles éthiques d'accompagnement. Moi, pour ma part, j'en ai 5 qui sont indispensables, que je respecte et que je demande à mes clients de respecter également pour que ça puisse fonctionner. Très bien. Eh bien, les 5, on va les énumérer d'ici quelques instants. Juste le temps de faire une petite pause musicale. De retour dans la rubrique L'instant de Jenny avec Jenny, où on parle de coaching. Et tu nous disais donc juste avant la pause, tu allais nous énumérer les principes éthiques d'accompagnement.
Oui, alors pour moi, pour qu'un coaching se passe bien, il faut qu'il y ait un cadre. Et dans ce cadre-là, on est sécure et on peut bouger et on peut aller dans des zones qui nous sont inconfortables. Du coup, quand on commence un accompagnement avec moi, il y a 5 principes éthiques d'accompagnement que j'explique à mes clients. Moi, je m'engage à les respecter et il faut qu'eux aussi s'engagent à respecter ça pour que ça puisse fonctionner. La première chose, c'est la bienveillance. Bienveillance, ça ne veut pas dire cucu les petits oiseaux, ça veut dire bien veiller. Et parfois, pour bien veiller, on est obligé de secouer un petit peu, de donner 2-3 coups de pied au cul. En gros, bien veiller, c'est l'intention est toujours dans le bien de mon client. Donc parfois, ça nécessite de la rondeur, de la douceur, de la délicatesse. Et parfois, ça nécessite de le retrancher un peu dans ses côtés pas évidents pour le secouer et qu'il y ait un déclic et passer à l'action. Donc si je mets une tarte à Jerry, je suis dans la bienveillance aussi, c'est ça C'est un très mauvais exemple. Je vais revoir la bienveillance avec bienveillance. On en reparlera hors antenne. Ok. Deuxième principe, la liberté de parole. Liberté de parole, ça veut dire, vous savez, la première étape, c'est le questionnement pour créer de l'introspection. Et liberté de parole, ça veut dire que mon client, il a toujours le droit de me répondre ou pas. Sachant qu'une non-réponse, c'est déjà une réponse en soi, et que bien sûr, on pourra travailler que sur ce qui aura été verbalisé. Plus j'ai de pièces du puzzle, plus je peux voir une situation de manière globale. Quand un client ne veut pas répondre à ma question, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il réponde pas à ma question, c'est pourquoi il n'y répond pas. S'il comprend pas. Pas forcément. Est-ce que c'est trop challengeant pour lui? Est-ce qu'il est prêt à les regarder dans ses parts d'ombre? Est-ce qu'il est prêt à poser les masques et vraiment le lien de confiance entre lui et moi, il est OK? Est-ce qu'il est à ce stade de la réflexion? Est-ce que c'est trop intime et il préfère qu'on aborde un autre sujet pour arriver là-dessus plus tard? Ça, c'est des questions que je vais me poser si le client répond pas à mes questions. Troisième éthique, la confidentialité, c'est fondamental. Ce qui se passe en séance reste en séance. À aucun moment, ça ne sort de là. Et ça, c'est indispensable pour que mon client se sente en sécurité et se permette de verbaliser des choses qui sont pas simples pour lui. Quatrième principe, le non-jugement. Le non-jugement, ça permet au client de s'autoriser à avoir un espace où il peut déposer les masques. Il n'a pas peur d'être ce qu'il est dans ses parts de lumière, les parties qui sont aimables de nous, et aussi dans ses parts d'ombre, celles dont on est moins fier. J'ai par exemple une cliente qui est très chic, il n'y a pas un mot qui dépasse. Elle avait une relation très compliquée avec une de ses collègues et en séance, à un moment donné, elle me dit « mais c'est une vraie connasse !» Et du coup, je lui dis « bon, ben ok, c'est spontané, ça sort. » C'était le seul endroit où elle pouvait se permettre de sortir, presque parfois vomir ce qui lui pesait, parce que dans son vrai monde, dans les gens qu'elle côtoyait, elle ne s'autorisait pas à ça. Et enfin, le dernier principe, c'est l'engagement réciproque. L'engagement réciproque, moi, pendant la séance, je vous suis dédiée à 100% du temps. Mais on plante des graines ensemble. Si en dehors de la séance, le client ne fait pas les exercices, n'arrose pas ses graines, il n'y a rien qui se passera. Il faut que l'arbre pousse et pour ça, ça demande un engagement de la part du client. Donc ça, c'est les 5 principes éthiques d'accompagnement que je m'impose et que je demande à mes clients de respecter pour donner un cadre et pour que les accompagnements se passent bien. Alors ensuite, je voulais vous dire la question qu'on me demande souvent, pourquoi aller voir un coach? Est-ce que vous avez une idée où je déroule? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est-à-dire, que se passe-t-il si on ne va pas voir un coach? Alors moi, la croyance que j'ai envie de dégommer aujourd'hui, c'est que, ouvrez bien vos écoutilles. Vous n'avez pas besoin d'aller mal pour aller voir un coach. Arrêtons d'être maso. Arrêtons, c'est comme si vous preniez une mauvaise posture, que tous les jours vous aviez un peu mal au dos, mais ça va, vous pouviez vous lever, vous pouvez continuer à marcher et vous allez voir votre médecin quand vous avez un lumbago et que c'est souffrant pour vous. C'est presque trop tard. En fait, je vais vous donner quelques exemples de personnes qui prennent rendez-vous. Quelqu'un qui essaye d'en savoir plus sur lui. Ok, quelles sont mes émotions, comment je réagis, quelles sont mes ressources. Quelqu'un qui a envie d'atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui veut vivre des relations plus saines avec son entourage. Une personne qui a besoin d'être écoutée. Parfois, d'être en face de quelqu'un qui est là pour vous écouter et pas pour vous répondre, ça change toute la donne. Quelqu'un qui a besoin de gérer des événements majeurs de sa vie, déménagement, rupture, licenciement, etc. Alors, quand vous venez me voir parce qu'il y a quelque chose de souffrant chez vous, parfois ça peut être trop tard et ça peut nécessiter l'intervention d'un professionnel de santé après. Donc, voilà les raisons qui peuvent vous amener à aller voir un coach. Pas besoin que ce soit souffrant. C'est possible d'y aller juste pour vous sentir juste mieux et optimiser des choses. Et après, très rapidement, le process d'une séance de coaching, c'est le mode d'emploi, comment je fais à chaque séance, qu'importe votre problématique. La première chose, c'est définir les termes de son client. C'est-à-dire qu'un client vient me voir en me disant j'ai besoin d'avoir mieux confiance en moi et qui me dit j'ai l'impression que j'ai pas de valeur, je suis une grosse merde. Ça, c'est de l'estime de soi. On n'est pas sur la confiance en soi. Donc, j'ai besoin de savoir de quoi on parle pour pouvoir être le plus adapté dans son accompagnement. Deuxième chose, chercher ses croyances limitantes parce que c'est ça qui va bloquer l'optimisation et le fait de passer à un step au-dessus. Par exemple, moi, je croyais que pour être forte, il fallait pas pleurer.
bah là, c'était une croyance limitante. Donc, allez chercher ça pour pouvoir dégommer ça et passer à un autre niveau. Enfin, nommer ses émotions. Parce que quand on ressent une émotion désagréable, c'est qu'un besoin n'a pas été rempli. Donc, le fait de nommer tes émotions, ça va te permettre de trouver la 4e étape. Quels sont les besoins qui ne sont pas remplis chez toi? Et la dernière étape, c'est mettre en lumière tes ressources pour que tu sois capable de remplir toi-même tes émotions. Voilà les 5 étapes de process. C'est aller très vite. Allez sur ma page YouTube, il y a le replay. Et surtout, pensez à poser les questions pour la semaine prochaine. Et puis, on continuera de développer tout ça, bien évidemment. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous, les copains. Merci. Bonne semaine. Ciao.